Imaginez une île. Pas une île paradisiaque avec sable blanc et cocotiers. Non. Une île qui ressemble à un point de béton armé planté au milieu d'une eau noire, glacée, qui claque comme des coups de fouet. Une île qu'on a surnommée le Rocher. Alcatraz. Pendant presque 30 ans, de 1934 à 1963, on a répété la même phrase terrifiante à tous les gangsters, braqueurs, tueurs en série des États-Unis. Si tu continues à t'évader, on t'envoie là-bas. Et là-bas, personne ne s'en va. Jamais. Et pourtant, dans la nuit du 11 juin 1962, 3 hommes ont osé poser la question que tout le monde considérait comme complètement absurde. Est-ce que même Alcatraz peut être battu? Frank Morris. John Angla. Clarence Angla. 3 détenus ordinaires sur le papier, mais qui vont écrire l'une des pages les plus folles de l'histoire criminelle américaine. Un plan hallucinant, minutieusement préparé pendant des mois. Un radeau cousu avec des imperméables volés. Des têtes en papier mâché plus vraies que nature. Et une traversée de la baie de San Francisco que le FBI a toujours juré impossible. Officiellement, ils se sont noyés cette nuit-là. Leurs corps ont été avalés par les courants. Affaire classée. Mais plus de 60 ans après, les familles jurent qu'ils ont survécu. Des photos étranges refont surface. Des lettres anonymes. Des fleurs envoyées chaque fête des mères. Et même la science qui, petit à petit, commence à dire le contraire du FBI. Ce soir, on va plonger ensemble au cœur du mystère le plus tenace de l'histoire des prisons. On va marcher dans les couloirs glacés d'Alcatraz avec eux. On va sentir l'odeur de béton humide, le bruit des gouttes qui tombent dans le noir, le froid qui vous colle la peau. Et à la fin de cette vidéo, vous me direz dans les commentaires si vous pensez qu'ils sont morts dans les eaux noires de la baie, ou s'ils ont réussi l'impossible et nous ont tous roulés dans la farine, le gouvernement américain compris. Attachez vos ceintures, éteignez les lumières, et c'est parti. Avant même qu'un seul gangster n'y pose le pied, l'île avait déjà une réputation qui faisait trembler. Les premiers explorateurs espagnols, en 1775, l'ont baptisée Isla de los Alcatraz, l'île des Pélicans. Drôle de nom pour un caillou qui allait devenir le pire cauchemar des criminels du XXe siècle. En 1850, l'armée américaine y construit une forteresse. Des canons braqués sur la baie, prêts à repousser une invasion qui ne viendra jamais. Pendant la guerre de sécession, elle devient prison militaire. Et en 1912, on coule le grand bloc cellulaire en béton armé que tout le monde reconnaît aujourd'hui sur les photos. Mais c'est en 1934 que tout bascule vraiment. Les États-Unis sont en pleine période des « Public Enemy ». John Dillinger, Babyface Nelson, Ma Barker, Pretty Boy Floyd, les journaux ne parlent que de ça, hold-up spectaculaire, fusillade, évasion digne d'Hollywood. Le public est fasciné, presque admiratif. Et ça, le gouvernement ne le supporte plus du tout. Le ministre de la Justice décide qu'il faut une prison d'où personne ne s'évade jamais. Une prison qui tue la légende dans l'œuf. Alcatraz est choisi. On y envoie uniquement les pires des pires. Pas forcément les tueurs en série, trop fous, trop dangereux pour les gardiens. Non, on y envoie les évadistes professionnels. Ceux qui soudoyaient les matons, qui creusaient des tunnels avec des cuillères, qui transformaient n'importe quelle prison fédérale en véritable passoire. Alcatraz devient le cimetière des espoirs d'évasion. Al Capone y finira ses jours, rongé par la syphilis, humilié, obligé de balayer les couloirs. Machine Gun Kelly y pleurnichera comme un enfant. Robert Stroud, le célèbre Birdman of Alcatraz, verra ses oiseaux lui être arrachés un par un et d'ailleurs, petite précision, il n'a jamais eu d'oiseaux à Alcatraz, c'était à Leavenworth avant. Ici, même les légendes deviennent des numéros sur un registre. La philosophie est brutale dans sa simplicité, enlever toute opportunité. Cellules minuscules, 1,50 m sur 2,70 m, barreaux, tool-proof, changés régulièrement pour suivre l'évolution des scies. Pas de verre aux fenêtres, juste des barreaux et le vent qui hurle toute la nuit. Une cour de récréation minuscule, balayée par le brouillard et les embruns. Des miradors tous les 50 mètres. Comptage toutes les heures, même la nuit. 4 droits seulement garantis, nourriture, vêtements, abris, soins médicaux. Tout le reste lettres, visites, livres est un privilège qu'on peut retirer en une seconde. Et puis il y a le bloc D, l'isolement total. 6 cellules sans lumière. On y met les hommes dans le noir complet pendant des semaines, parfois des mois. Certains en ressortent fous. D'autres n'en ressortent jamais. Mais le vrai gardien, le vrai mur infranchissable, c'est l'eau. 2 kilomètres jusqu'au continent le plus proche. 1 ou à 10 à 12 degrés Celsius en permanence.
Des courants qui filent à 7 à 8 nœuds. Des tourbillons. Des requins, pas forcément les grands blancs des films d'horreur, mais assez pour alimenter la légende. Et surtout l'hypothermie, même un excellent nageur perd l'usage de ses bras et jambes en 20 minutes maximum. Le message psychologique est implacable. Depuis sa cellule, le détenu entend les klaxons des ferries, les rires des bars de San Francisco portés par le vent, parfois même un air de jazz les nuits claires. La liberté est là, à portée de main, et en même temps assez loin pour vous tuer. Entre 1934 et la fermeture en 1963, 14 tentatives d'évasion, 36 hommes impliqués. 23 repris vivants, 6 abattus, 2 corps repêchés, et 5 disparus, présumés noyés. Parmi ces 5, il y a nos 3 héros du jour. Commençons par le cerveau de l'opération, Frank Morris. Né en 1926 à Washington DC, d'une mère fugueuse qui n'a jamais vraiment su s'occuper de lui. Père inconnu. À 11 ans, il est orphelin. Il passe de foyer en orphelinat en maison de correction. Très tôt, il apprend une chose. Pour survivre, il faut ruser. À 13 ans, il cambriole déjà des bureaux, vide les boîtes à lunch. Mais Frank n'est pas un délinquant comme les autres. Il a une arme secrète, son intelligence. QI de 133. Il fait partie des 2% les plus intelligents de la population. Les psychologues de prison le décrivent comme calme, calculateur, parfois même charmant quand il le décide. Ce n'est pas un voyou impulsif. C'est un stratège qui pense 5 coups à l'avance. À la fin de la vingtaine, il enchaîne les prisons d'État en Floride, Géorgie, Louisiane. Et en 1955, il fait parler de lui. Il s'évade de la prison d'Angola, en Louisiane, l'une des plus dures du pays. Pendant presque un an, il reste libre, fait de l'autostop, monte des cambriolages avec d'autres fugitifs. Quand on le reprend, son nom circule partout dans le milieu carcéral. Surveillez-le, celui-là, il réessayera. En janvier 1960, le Bureau fédéral des prisons en a assez. Il l'envoie à Alcatraz, matricule AZ 1441. L'endroit où l'espoir d'évasion est censé mourir pour de bon. Sur le rocher, Frank retrouve 2 gars qu'il connaît déjà des prisons du Sud, John et Clarence Anglin, 2 frères originaires de Floride. Les Anglin, ce ne sont pas des intellectuels. Mais ils ont autre chose, une absence totale de peur. Issus d'une famille pauvre de journaliers agricoles, ils ont passé leur enfance à suivre les récoltes, à travailler comme migrants. L'été, pour échapper à la chaleur écrasante, ils plongeaient des heures entières dans les rivières et les lacs. Au Michigan, quand la famille cueillait des cerises, ils nageaient dans le lac Michigan glacé, même quand des blocs de glace flottaient encore à la surface. Les frères ont une règle, on reste toujours ensemble. Ils braquaient des banques côte à côte, la nuit de préférence pour ne blesser personne. Ce n'étaient pas des tueurs, juste des gars obstinés. Et à Alcatraz, ils redeviennent inséparables. Frank admire leur force physique et leur loyauté. Les Anglins admirent le cerveau et la patience de Frank. Très vite, ils forment un trio redoutable. Un 4e homme finit par les rejoindre, Allen West, un voleur de voitures dur et imprévisible, mais habile de ses mains. En décembre 1961, le plan commence à prendre forme. Tout part d'un coup de chance incroyable, quelqu'un trouve des lames de scie jetées dans la cour. Sous la direction de Frank, ces bouts de métal deviennent les premiers outils d'un projet d'ingénierie complètement dingue. Il récupère le moteur d'un aspirateur cassé, fabrique des perceuses artisanales, fixe des embouts forgés dans des cuillères durcies au feu. Et nuit après nuit, ils attaquent le béton friable autour des grilles d'aération au fond de leurs cellules. Le bruit? Énorme. Pour le couvrir, Frank joue de l'accordéon pendant l'heure de musique autorisée. Le crissement du métal contre la pierre disparaît sous les notes. Petit à petit, les trous grandissent. D'abord la taille d'un poing. Puis d'une tête. Puis assez large pour laisser passer un homme. Derrière les cellules, un couloir de service étroit, jamais surveillé. Et au-dessus, un grenier caché où les gardiens ne mettent presque jamais les pieds. C'est là qu'ils montent leur atelier clandestin. Avec plus de 50 imperméables volés à la blanchisserie, empruntés et jamais rendus, ils cousent des gilets de sauvetage et un radeau de 1,80 m sur 4,20 m. Comment rendre les coutures étanches? Frank a lu un article dans un vieux popular mécanique de la bibliothèque, la vulcanisation. Ils utilisent les tuyaux de vapeur du chauffage et des planches comme presse. Ça marche. Ils transforment même un vieux concertina, l'accordéon de Frank, en pompe à air pour gonfler le radeau. Ils taillent des rames dans des chutes de bois. Et surtout, ils résolvent le problème des rondes nocturnes. Pendant des semaines, ils testent savon, papier toilette, poussière de béton, dentifrice,
jusqu'à trouver la mixture parfaite pour sculpter des têtes factices hyper réalistes. Un peu de peinture couleur chair, des cheveux volés chez le coiffeur de la prison, et hop, sous les couvertures, avec des serviettes bourrées pour faire le corps, ça donne l'illusion parfaite de détenus qui dorment. Au printemps 1962, tout est prêt, les trous, le radeau, les gilets, les têtes. Il ne manque plus qu'une nuit avec la bonne marée, et le courage de tout risquer. 11 juin 1962. La nuit tant attendue. Mais le destin ne traite pas les 4 hommes de la même façon. Allen West, le 4e, a fait une erreur quelques jours plus tôt. Craignant que le trou de sa cellule ne s'effondre, il l'a renforcé avec une pâte de ciment maison. Le soir J, le ciment a durci comme du roc. West creuse comme un fou avec ses cuillères, appelle doucement ses complices, mais le bruit des ventilations couvre tout. Quand il réussit enfin à passer, les 3 autres ont déjà disparu dans l'ombre. Il restera derrière, seul, face au couloir vide qui devait être sa porte vers la liberté. Vers 22h30, Frank Morris, John et Clarence Anglin sortent de leur cellule, grimpent dans le couloir technique, récupèrent leurs sacs dans l'atelier secret, escaladent les tuyaux comme des acrobates, 9 mètres, 10 mètres jusqu'à la grille d'aération du toit. Les boulons ont été desserrés depuis des semaines. Ils poussent la grille, émergent sur le toit d'Alcatraz pour la première fois. Le vent glacial, le brouillard, les projecteurs au loin. Ils descendent le long d'une cheminée de cuisine haute de 15 mètres, rampent sous les barbelés, franchissent 2 clôtures, et atteignent la rive nord-est où le seul angle mort des Miradors. Là, ils gonflent le radeau, enfilent leur gilet de fortune. À minuit, quand les gardiens font leur ronde, les 3 hommes poussent déjà leur embarcation dans les eaux noires et glaciales de la baie de San Francisco. Le lendemain matin, la supercherie est découverte. Un gardien secoue ce qu'il pense être Frank Morris endormi. La tête en papier mâché roule par terre. Cris. Sirène. Projecteur. Alcatraz est bouclé. Commence alors l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire américaine. Garde côtière, FBI, police locale, hélicoptère, pendant 10 jours, on ratisse tout. Et les indices tombent, juste assez pour rendre tout le monde fou. Une rame retrouvée près d'Angel Island. Un portefeuille plastifié avec des photos de la famille Anglin. Des bouts d'imperméable près du Golden Gate. Un gilet de sauvetage artisanal à 50 mètres de l'île. Mais 0 corps. Pour le FBI, c'est clair, ils se sont noyés. L'eau était trop froide, les courants trop forts. Affaire classée. Mais dès le lendemain, les fissures apparaissent. Pourquoi des hommes aussi méticuleux auraient laissé leurs affaires personnelles s'ils avaient atteint la rive? Pourquoi aucun corps, alors que d'autres évadés noyés avaient été rejetés sur les plages en quelques jours? Et surtout, pourquoi la mère des Anglin commence-t-elle à recevoir, chaque fête des mères jusqu'à sa mort en 1973, un bouquet de fleurs anonymes? Des cartes postales sans signature? Des appels téléphoniques où on ne fait que respirer avant de raccrocher? Aux funérailles de la mère, 2 femmes très grandes, maquillées de façon excessive, pleurent devant le cercueil puis disparaissent. Pour la famille, pas de doute, c'est John et Clarence déguisés. Même chose aux funérailles du frère, 2 hommes barbus, inconnus, pleurent en silence puis s'évanouissent dans la nature. Des décennies plus tard, les indices continuent. En 2013, une lettre arrive au commissariat de San Francisco. Je m'appelle John Anglin. J'ai 83 ans, j'ai un cancer. Oui, nous nous en sommes sortis cette nuit-là, mais de justesse. Frank est mort en 2008, Clarence en 2011. Je suis le dernier. Le FBI analyse l'écriture, l'ADN, rien de concluant. Ils disent que c'est un hoax. En 2015, les neveux des Anglin sortent une photo prise en 1975 au Brésil, 2 hommes devant une termitière. Des experts en reconnaissance faciale, puis une IA irlandaise, diront « c'est presque certainement John et Clarence ». En 2014, des scientifiques néerlandais modélisent les courants de la baie la nuit du 11 juin 1962. Si les 3 hommes sont partis entre 23h30 et minuit, les courants les emmènent pile vers l'endroit où ont été retrouvés la rame, le gilet, les bouts d'imperméable. Et serons-nous qu'un mois après l'évasion, un autre détenu, John Paul Scott, a nagé presque 5 km depuis Alcatraz jusqu'au Golden Gate et a survécu, en hypothermie, mais vivant. Alors, qu'est-ce qu'on croit? Le FBI qui dit « mort » depuis 1962? Ou les indices qui s'accumulent depuis 60 ans? Les fleurs, les photos, la lettre, la science, les témoins. Moi, je vous pose la question, est-ce que 3 hommes aussi malins, aussi préparés, auraient tout risqué pour mourir à 500 mètres de l'île? Ou est-ce qu'ils ont réussi le casse du siècle et vécu tranquille quelque part en Amérique du Sud,
pendant que le monde les croyait au fond de la baie. Dites-moi votre théorie en commentaire. Likez si vous avez frissonné avec moi ce soir. Partagez cette vidéo à tous vos potes qui adorent le true crime. Et abonnez-vous, parce qu'on revient très vite avec d'autres histoires qui font douter de tout. Moi, je file éteindre la lumière, et vérifier que ma porte est bien fermée. À très vite dans l'ombre. Ciao.